Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. C'est une provocation aux yeux de la Chine, mais pour Trump, il en va de la survie des États-Unis. Il vient de lancer ce nouveau système de défense antimissile, regardez, baptisé Dôme d'Or, qui devrait coûter, accrochez-vous bien, plus de 500 milliards de dollars. Pékin demande à Trump d'abandonner au plus vite ce projet qui, selon les Chinois, porte atteinte à la stabilité mondiale. Nouvelle escalade dans le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, dont l'issue peut être une guerre au sens propre du terme. C'est ce qu'indique le tout dernier rapport de la CIA sur les ambitions de Xi Jinping. La Chine représente désormais la menace principale. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment l'armée américaine se prépare à une attaque chinoise sur Taïwan. Washington a mis en place un nouveau commandement militaire avec le Japon en vue d'un conflit à l'heure d'une guerre commerciale déjà sans merci où Xi Jinping est prêt à s'allier avec la France, avec l'Europe, pour déstabiliser les États-Unis. Trump-Xi, l'affrontement inévitable, c'est la question du grand dossier ce soir. Écoutez la menace de la Chine face aux aspirations militaires du président américain. Pendant la campagne, j'ai promis au peuple américain de construire un bouclier antimissile de pointe pour protéger notre pays contre la menace d'une attaque de missiles étrangers. Et c'est ce que nous faisons. Les États-Unis privilégient leurs propres intérêts et sont obsédés par leur sécurité absolue. Cela porte atteinte à l'équilibre stratégique et à la stabilité mondiale. Je travaillais perso, mais... Pour comprendre ce qui se joue, j'ai le plaisir d'accueillir dans le grand dossier le colonel Michel Goya. Bonsoir, consultant militaire pour LCI. Pour tout vous dire, pendant les sons, on parlait de Taïwan, parce que vous avez travaillé dessus, et donc votre regard sera extrêmement précieux pour nous. Grégory Phillips, bonsoir. Vous êtes notre rédacteur en chef international sur LCI. Samantha de Benderne, bonsoir. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Et Jacques Partouche, bonsoir. Vous êtes également avec nous. L'administration Trump a désigné la Chine comme la priorité absolue en matière de sécurité nationale après la publication de ce rapport de la CIA qui explique comment Pékin veut mettre fin à la domination américaine dans tous les domaines, économie, technologie, diplomatie et militaire. Jade, expliquez-nous. Alors c'est bien simple en fait, c'est ce que décrit le rapport. Si les États-Unis veulent rester à la première place, à la première puissance mondiale, il faut stopper la Chine dans son élan. C'est ce que décrit le rapport par A+B. Date de parution prévue dans moins d'une semaine. On vous dévoile ce qui se dit sur ces 5 domaines. Vous allez les voir. La Chine est soit premier, soit en passe de le devenir. Militaire, ambition géopolitique, technologie, espionnage, influence mondiale. Sur ces 5 points, la CIA considère aujourd'hui que la Chine, c'est la menace numéro 1 pour les États-Unis. La Chine représente la menace militaire d'abord, la plus complète et la plus solide pour la sécurité nationale des États-Unis. Pourquoi ? La Chine aujourd'hui, c'est ça. Ce sont des frappes de précision longue portée pouvant atteindre la périphérie des États-Unis. Des exemples sont donnés dans le rapport. Guam, île américaine dans le Pacifique occidental, à 3000 km, atteignable. Plus loin encore, Hawaï, 8000 km. Encore plus loin, Alaska. La Chine a mis au point, et je parle sous votre contrôle, toute une gamme en fait, de missiles balistiques qu'elle peut aujourd'hui envoyer soit des airs, soit par la mer. Et elle est même en train de développer, c'est ce que dit ce rapport, des systèmes de missiles intercontinentaux pour aller viser directement les États-Unis à l'intérieur de son territoire. À cela, vous ajoutez le fait que la Chine est quand même la première armée mondiale en termes de soldats actifs, 2 millions de soldats, donc 600 000 de plus que les États-Unis. Une armée efficace donc qui lui permet à court terme de maintenir la pression sur Taïwan. Et ça, la CIA s'en inquiète très sérieusement. Dominer Taïwan pour la Chine, c'est très clairement étendre sa domination en Asie. Et ça, les États-Unis n'en veulent absolument pas. Si la Chine y parvient, ça pourrait, 1, déclencher un conflit militaire majeur, et 2, priver les États-Unis des technologies que Taïwan est presque la seule à produire aujourd'hui. On parle des semi-conducteurs et de puces électroniques qui sont parmi les plus avancées au monde.
Jade, la CIA alerte également sur la campagne d'espionnage à grande échelle que mène la Chine. Oui, alors on parle d'espionnage industriel ou de cyberespionnage. La Chine, effectivement, le fait à une échelle sans précédent. Selon des responsables américains, la Chine vole 200 à 600 milliards de dollars de propriété intellectuelle américaine chaque année. La Chine reste la cybermenace la plus active et la plus persistante pour le gouvernement américain. Je termine avec 2 points. La technologie et l'influence. La Chine entend aujourd'hui devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle pour dépasser les États-Unis. Elle se donne un délai très court, puisque 5 ans. D'ici 2030, elle estime qu'elle sera effectivement la meilleure dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ils investissent comme jamais auparavant. Une technologie qui sert aujourd'hui à nourrir son influence mondiale via celui qu'on ne présente plus, le monstre TikTok. Plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels, dont 16% d'Américains. Et donc la Chine utilise aujourd'hui TikTok pour tenter d'influencer l'opinion publique américaine. À cela, vous ajoutez 2 choses que je n'ai pas listées parce qu'effectivement la liste est très longue. Le nucléaire en nette expansion et l'espace, c'est très important. La Chine a atteint, c'est ce que dit ce rapport, un statut de classe mondiale pour presque toutes les technologies spatiales. Tout ce qui est décrit dans ce rapport, ça fait consensus aux États-Unis. C'est-à-dire que les républicains et les démocrates sont alignés pour reconnaître que les plans de la Chine sont extrêmement menaçants pour les États-Unis et que la Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale d'ici 2030. Ce point est très important, Jade, parce que certains ont dit attention, ce rapport est politisé, on a voulu se focaliser sur la Chine, mais républicains et démocrates sont d'accord sur ce constat. Merci beaucoup, Jade. Grégory, est-ce que Pékin est devenu l'ennemi numéro 1 mondial de l'Amérique ? Alors, vous avez raison, ce rapport répond quand même à l'obsession trumpienne ou trumpiste de la Chine, qui est clairement le dossier numéro 1 sur son bureau. Trump dirige l'administration américaine et donc la CIA. Donc effectivement, disons que ce rapport répond à l'inquiétude du président. Maintenant, on est dans un monde où effectivement, il y a ces 2 puissances, les 2 plus grandes puissances du monde, qui deviennent de plus en plus rivales. Alors, ce qu'on découvre un peu dans ce rapport, c'est notamment en matière de lutte d'influence. Évidemment, on a tous la guerre économique en tête, qui est un dossier extrêmement brûlant entre les 2 pays, mais qui sait, peut-être que demain, il y aura une rivalité militaire, stratégique. On est déjà dans une forte rivalité économique et politique. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Colonel Goya. Alors moi, d'un point de vue strictement militaire, du point de vue des États-Unis, il y a 2 scénarios probables de guerre. Enfin, possibles. C'est la Corée. Si la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, la Corée du Nord, puissance militaire conventionnelle et maintenant puissance nucléaire aussi, et les Américains qui sont présents en Corée du Sud et qui se battraient forcément pour défendre ce pays, donc c'est déjà un gros dossier. Et puis le deuxième scénario, c'est une attaque de la Chine, un assaut de la Chine sur Taïwan. On y reviendra en détail. Voilà. Et là, les Américains sont ambigus, ils n'ont jamais dit clairement qu'ils défendraient Taïwan, qu'ils n'ont pas reconnu non plus forcément officiellement, mais dans les faits, ils seraient quand même un petit peu obligés de le faire. Et là, c'est très compliqué pour eux, effectivement. Et donc, tout le reste du monde, c'est soit assez peu probable. En Europe, en réalité, ils ne pensent pas sérieusement à des affrontements avec la Russie. Au Moyen-Orient, peut-être quelque chose du côté avec l'Iran, mais c'est moins grave et moins important. Les Américains, notamment les militaires américains, sont effectivement focalisés, concentrés sur l'Asie et notamment sur comment faire face à la Chine, parce que, on l'a déjà évoqué, ce serait un très 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 gros morceau, qui plus est, gros morceau doté d'une puissance nucléaire qui se gonfle tous les jours. Il ne faut pas oublier que la Chine fabrique une arme nucléaire tous les 4 jours. La Chine fabrique une arme nucléaire tous les 4 jours ? Une tête nucléaire tous les 4 jours, en moyenne. On est à combien de têtes à peu près, Michel ? Nous ? Combien de têtes les Chinois ? Alors au départ, c'était parti à 400, il doit être à 500, 600, et leur objectif, c'est a priori, on estime qu'ils veulent atteindre le millier de têtes nucléaires. En 2030. Ça fait 800 sur... Et donc, voilà, ils fabriquent les porteurs aussi, les missiles qui vont avec, etc. Donc, ce double ils ont une puissance conventionnelle qui est redoutable. Cette force de frappe qu'évoquait Jade, la force de frappe balistique de croisière conventionnelle, elle est capable de ravager
toutes les bases américaines, japonaises qui sont dans la région. Elles sont capables de frapper tous les navires, ou une grande partie des navires américains qui sont dans la région, et même de manière préventive, de manière de façon à la manière de Pearl Harbor. C'est la chose auquel les Américains pensent. Comment faire face à une sorte de nouveau Pearl Harbor, mais fait par les Chinois. Et ensuite, il faudra faire face à une attaque aéronavale et aéroterrestre contre Taïwan. Et là aussi, militairement, c'est compliqué. Alors, je crois qu'on va en reparler. Mais bien sûr. Mais justement, c'est l'ascension de cette puissance militaire chinoise qui inquiète les États-Unis. Il est presque certain que la Chine dispose d'une stratégie nationale à multiples facettes visant à supplanter les États-Unis en tant que puissance mondiale la plus influente d'ici à 2030, dit la CIA. Samantha. Oui, et il y a aussi, surtout, ce que le rapport de la CIA souligne, c'est l'offensive dans le monde de l'espionnage qui est menée par les Chinois, donc à l'intérieur des entreprises américaines, européennes et même australiennes, parce que l'Australie est une grande cible des Chinois. Il y a des campagnes qui se font sur LinkedIn, donc des gens qui ont des positions intéressantes, parfois dans le domaine du business, qui sont contactés par des Chinois qui veulent leur parler de choses pas forcément secret défense, mais qui veulent leur parler de choses relativement anodines. Et puis finalement, on en vient à essayer d'avoir des informations sur un certain secteur industriel. Et donc, et puis sans parler des cyberattaques et du cyberespionnage. Et ça, c'est un sujet qui concerne l'Europe aussi. Et deuxième risque en ce qui concerne les Européens, c'est cette idée que face à des États-Unis de plus en plus ambigus, si ce n'est à certains moments hostiles, quand on pense à ce que dit J.D. Vance par exemple, face à cette Russie hostile, eh bien la Chine serait vue comme un allié potentiel. Et là, je crois que les Européens doivent être extrêmement lucides aussi sur ce que représente la Chine. Donc c'est un problème, non seulement pour les États-Unis, qui ont cette obsession chinoise en ce moment, parce qu'il y a aussi ce traumatisme national de l'attaque de Pearl Harbor, qui est venu donc de l'Asie, et les Chinois qui font un pivot vers l'Asie depuis, c'est pas nouveau, c'est depuis Obama que vraiment, dans la psyché nationale, c'est vraiment l'Asie qui est le focus de leur réflexion de défense. Et cette idée de vouloir avoir le découplage entre la Russie et la Chine, ce qui explique partiellement, mais que partiellement à mon avis, l'attitude extrêmement complaisante de Trump vis-à-vis de Poutine. Alors il faut dire que les progrès fulgurants de l'armée chinoise inquiètent. Nous avons fait la comparaison entre les deux armées, chinoises et américaines. Alors on sait qu'en valeur absolue, les Américains, ils restent de très loin le premier budget militaire au monde. Regardez, on est sur près de 1000 milliards de dollars quand la Chine est à 235 milliards de dollars. Mais sur les soldats actifs, c'est ce que nous disait Jade, ils sont à plus de 2 millions, plus que les Américains. Sur les navires, pareil, ils augmentent. Les sous-marins, ils sont encore loin derrière les États-Unis. Les porte-avions, 3 pour 11. Et les avions de chasse, 1700 face à 2800. Mais on sait que Pékin est déterminé à moderniser, diversifier évidemment dans cette course à l'armement. On peut regarder donc le tableau complet entre l'armée américaine et l'armée chinoise, c'est celui-là, pour vraiment avoir cette idée en tête. On peut aussi parler, vous le disiez colonel Goya, du dispositif nucléaire. Les armes nucléaires et les vecteurs avancés de la Chine représentent une menace directe pour les territoires américains. On en parlait des 500-600. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les Chinois développent un modèle complet d'armée et ils les développent très vite. Quand on parle de budget, il ne faut pas oublier qu'on n'achète pas la même chose avec $1 en Chine et $1 aux États-Unis. Donc, en réalité, c'est plus la puissance chinoise. Ils sont capables d'acheter beaucoup plus avec leur budget. Et ils fabriquent énormément. En gros, ils construisent dans leur chantier naval l'équivalent de la marine française tous les 4 à 5 ans, en tonnage brut. Donc, ils se développent
développent considérablement. Ils développent leur arsenal nucléaire, donc on l'a déjà évoqué, notamment leur capacité de missiles intercontinentaux, pas simplement le nombre de têtes. Et puis dans le conventionnel, ils se développent en permanence. On l'a évoqué, une force de frappe de missiles qui est à peu près aussi importante que celle des Russes au début de la guerre en 2022 en Ukraine. Donc avec ça, une force de frappe qui est absolument considérable, une force d'assaut amphibie, capable de partir à l'assaut de Taïwan avec ce qu'il faut. Ils sont capables de faire un D-Day, comme en Normandie, pour attaquer Taïwan. Après, ils ont quand même encore des points faibles par rapport aux Américains. Globalement, techniquement, il y a encore ils ne sont pas forcément toujours au niveau des Américains. Ils ont des avions dits de 5e génération, mais globalement, leur flotte est quand même aérienne est inférieure à celle des Américains. Les porte-avions ne sont pas du tout au niveau de ceux des Américains que l'on évoquait, etc. Et puis surtout, je termine là-dessus, ils n'ont pas l'expérience des opérations à grande échelle. La dernière guerre de la Chine, c'est en date de 1979, où, à la manière de la Russie attaquant l'Ukraine, ils ont attaqué le Vietnam, et ils sont pris une raclée. Donc, est-ce que c'est ça le talon d'Achille de la Chine pour l'instant face aux Américains, le manque de jeunes soldats qualifiés et, vous le disiez, une inexpérience de ces forces en zone de conflit? C'est plutôt c'est cette capacité à monter des opérations militaires complexes, interarmées, qui engagent des flottes, des navires. C'est très compliqué en réalité. Les Américains, maintenant, ils ont l'expérience, ils maîtrisent tout ça, ce genre de choses. Les Chinois, non. Alors, ils font beaucoup d'exercices, ils travaillent beaucoup, mais on a un doute sur leur capacité à mener des opérations à grande échelle. C'est un peu comme la Russie. La Russie, avant 2022, ils n'avaient pas l'expérience. Et on a vu, lorsqu'ils ont lancé leur offensive, qu'ils avaient beaucoup de lacunes dans leur capacité à monter des grandes opérations. Là, c'est un peu la même chose, mais c'est l'inconnu. Mais je termine juste là-dessus, quand on fait tous les scénarios d'affrontement entre la Chine et les États-Unis pour Taïwan, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, dans tous les exercices que l'on fait, tous les wargames, c'est le scénario de guerre le plus joué au monde, le plus simulé au monde. En gros, les Américains l'emportent toujours. Et les Chinois échouent toujours à envahir Taïwan. C'est un scénario maximaliste d'invasion. Mais à quel prix ? C'est de plus en plus dur avec le temps qui passe. Dans chaque scénario, il y a au moins 2 porte-avions américains qui sont coulés, il y a plusieurs milliers de morts américains, des centaines d'avions qui sont détruits. Ça devient de plus en plus dur avec le temps, jusqu'à un moment, point de bascule qu'on ne sait pas trop estimer, mais qui ne va pas tarder, où les Chinois auront peut-être la chance de pouvoir l'emporter. Ça inquiète beaucoup les Américains. On va en parler de Taïwan, carte à l'appui. Parce que je voulais vous rajouter un petit peu. Allez-y, rapidement. Non, alors c'est qu'un des grands problèmes à Taïwan, c'est l'ingérence dans la société taïwanaise des Chinois. Surtout au moment des dernières élections, on a vu ça, il y a des partis pro-chinois, pas pro-chinois, mais moins anti-chinois, on va dire, à Taïwan, qui donc où les Chinois s'ingèrent. Donc il y a aussi cette idée que Taïwan n'aura peut-être pas besoin un jour d'être prise militairement selon les développements politiques qui seront influencés par la Chine. Et deuxièmement, pour rejoindre Michel, un débarquement sur Taïwan serait le débarquement en Normandie de juin 1944, mais à la puissance 10 en termes de complexité militaire. En termes de complexité militaire. Grégory, ce qui inquiète évidemment les Américains, c'est que cette guerre potentielle, elle peut se jouer sur tous les terrains. La Chine possède sûrement, selon la CIA, des capacités de guerre chimique et biologique qui constituent une menace pour les forces américaines, alliées et partenaires. Oui, capacité chimique, capacité aussi d'innovation technologique, et là vraiment je parle sous le contrôle du colonel, mais on parlait il y a quelques jours sur LCI de ce porte-avions volant capable d'amener sur des terrains des essaims de drones. Donc ils ont aussi des systèmes de recherche et développement assez puissants et innovants. Et je ne sais pas, et là je me retourne vers vous, est-ce que dans cette capacité d'innovation, ils ont un train d'avance par exemple sur les Américains? Alors j'en profite juste pour vous montrer, colonel, la dernière prouesse chinoise, ces drones kamikazes, J-21 SS UAV. Ben voilà, qu'est-ce que ça dit justement
justement de la puissance et de l'ambition chinoise? C'est pareil, ils investissent considérablement dans les drones. Donc ça, c'est une sorte de porte-drone, c'est l'équivalent d'un porte-avions, mais volant et transportant des drones. Donc il peut en transporter beaucoup, il peut transporter loin, et il peut être pour attaquer des bases, pour attaquer Taïwan, etc. Il y a un acteur qu'on oublie quand même, c'est Taïwan aussi, dans l'affaire, qui est un peu l'Ukraine de l'Asie, de ce point de vue, d'un point de vue militaire, et qui aussi se développe considérablement et est en train de se transformer en hérisson, et qui copie beaucoup ce que font les Ukrainiens, notamment dans leur capacité à anti-navire, dans l'utilisation des drones aussi, etc. Mais effectivement, là, c'est le drone, c'est forcément l'avenir. Dans la guerre qui se ferait, là, on aurait un ciel qui serait inondé de drones. Alors, pour le coup, beaucoup de drones chinois, de drones taïwanais, un peu moins de drones américains, parce que pour l'instant, ils sont peut-être un peu en retard de ce point de vue. Mais oui, ce serait un champ de bataille extraordinairement complexe. Qu'est-ce que ça change de faire la guerre avec des drones plutôt qu'avec des avions traditionnel? Oui, alors ça change. En gros, vous pouvez faire pratiquement les mêmes missions, sauf pour l'instant le transport. On ne peut pas transporter beaucoup de choses avec des drones. Mais avec ça, vous avez surtout de la masse. Vous avez une grande quantité. Vous pouvez faire des essaims. Vous pouvez frapper de multiples façons sans prendre de risques pour vos pilotes et pour un coût qui est globalement inférieur. Quand vous voyez le prix des avions de chasse modernes de 5e génération, F-35 et autres, oui, à la place, vous pouvez avoir des dizaines de milliers, au moins, voire des centaines de milliers, parfois, de drones. Donc, maintenant, c'est incontournable dans les opérations modernes. Il faut être clair là-dessus. Alors à suivre, on en a déjà commencé à en parler, mais c'est extrêmement important. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment l'armée américaine se prépare à une attaque chinoise sur Taïwan. Washington a mis en place un nouveau commandement militaire avec le Japon en vue d'un conflit, à l'heure où Pékin enrage face au nouveau système de défense antimissile voulu par Trump. La Chine veut que le président américain mette fin à ce projet qui, selon elle, porte atteinte à la stabilité mondiale. De quoi parle-t-on, ce dôme d'or voulu par Trump? C'est ce que nous verrons, carte et images à l'appui, avec le colonel Goya notamment dans un instant. A tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes devant le grand dossier intitulé ce soir Trump-Xi, l'affrontement inévitable. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment l'armée américaine se prépare à une attaque chinoise sur Taïwan à l'heure où Pékin enrage face au nouveau système de défense antimissile voulu par Trump. La Chine veut que le président américain mette fin à ce projet qui, je cite, porte atteinte à la stabilité mondiale selon Pékin. De quoi parle-t-on, ce dôme d'or voulu par Trump? C'est ce que nous verrons, carte à l'appui, avec le colonel Goya. Et Pascal Boniface nous a rejoint, directeur fondateur de l'IRIS. Bonsoir, soyez le bienvenu. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, l'Amérique se réveille sous le choc après la fusillade qui a éclaté hier soir devant le musée juif de Washington. Un homme et une femme sont morts, 2 employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis. Les faits se sont produits vers 21h heure locale, hier à 3h du matin heure française. Le suspect a été interpellé, il criait « Free Palestine ». Benjamin Netanyahou a demandé de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques israéliennes dans le monde. Et c'est dans ce contexte qu'en France, Bruno Retailleau a demandé au préfet de renforcer la surveillance des synagogues et de tous les sites liés à la communauté juive. Le ministre de l'Intérieur souligne que les dispositifs de sécurité doivent être visibles et dissuasifs avec des patrouilles policières et des points fixes. La grogne des taxis se poursuit à Paris et dans plusieurs villes de France. Plusieurs centaines de chauffeurs manifestent toujours pour protester contre la nouvelle tarification de l'assurance maladie pour le transport de malades.
et la concurrence des VTC. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Trump-Xi, l'affrontement inévitable. Nous sommes avec le colonel Michel Goya, avec Grégory Phillips, Samantha de Bendern et Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits aux éditions Armand Collin. Merci Pascal Boniface d'être avec nous en direct sur LCI. Je vous le disais, on a déjà commencé à en parler en P1. Nous allons vous expliquer pourquoi et comment l'armée américaine se prépare à une attaque chinoise sur Taïwan. Les Américains ont déjà intensifié leurs exercices militaires dans la zone Indo-Pacifique. Washington a même mis en place un nouveau commandement militaire avec le Japon en vue d'un conflit. Mais d'abord, ce qui est déjà considéré comme une provocation aux yeux de la Chine. Mais pour Trump, il en va de la survie des États-Unis. Le président américain lance un nouveau système de défense antimissile baptisé Dôme d'Or. Nous allons terminer le travail initié par le président Reagan il y a 40 ans. Nous mettons fin à la menace des missiles sur le sol américain, avec un taux de réussite proche de 100%. C'est fou quand on y pense. Nous éjectons des balles hors de notre ciel. Allons plus loin avec vous, colonel Goya. Chiffres, cartes et images à l'appui. Alors d'abord, un chiffre extrêmement parlant sur ce Dôme d'Or qui devrait coûter, selon Donald Trump, 175 milliards de dollars à terme, quand ce Dôme d'Or sera fini. Ah, ben mon micro, pardonnez-moi. Ah ben voilà, j'aurais pas dû l'enlever, donc je continue en disant que donc, le Dôme d'Or devrait coûter 175 milliards de dollars, mais selon une agence du Congrès américain, sans affiliation partisane, le coût estimé de ce système coûterait plutôt plus de 500 milliards établis sur 20 ans. Oui, ça paraît plus réaliste, cette deuxième estimation. Les Américains, ils dépensent, déjà, ils travaillent sur le sujet depuis les années 50. Ils ont déjà dépensé des centaines de milliards sur le sujet. Ils en dépensent, avant Trump, ils dépensaient en moyenne 10 milliards chaque année de dollars juste sur ce sujet de la défense contre les missiles, les missiles balistiques. Et donc, voilà, c'est pas nouveau, ça coûte très cher et ça coûtera beaucoup plus cher d'avoir un système comme le veut Donald Trump que 175 milliards. Et surtout, ce ne sera pas mis en place en 2029. Ça, c'est à peu près certain. Alors, on peut voir ensemble quelles sont les armes que ce nouveau système peut intercepter. Alors, sur le papier, les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles hypersoniques, les missiles de croisière, les drones, les avions, mais aussi les satellites. Et on peut regarder très concrètement, avec cette animation que nous avons réalisée, comment ça pourrait se produire. Racontez-nous, colonel. Alors c'est le radar qui peut repérer l'attaque. Alors d'abord, il faut rappeler que sur toutes les menaces que vous avez évoquées, en réalité, la plupart sont déjà traitables par ce qu'on appelle la défense aérienne. Ça, c'est le vrai problème, ce sont les missiles intercontinentaux, donc les missiles balistiques nucléaires intercontinentaux. Donc là, on a un schéma type. Il faut bien comprendre que tout ce processus, tout ce qu'on voit là, entre le départ d'un missile partant de Chine ou de Russie et arrivant sur le sol des États-Unis, il se passe 20 minutes. Donc tout ça doit être fait en 20 minutes. Il faut prendre des décisions en 20 minutes. Et donc vous avez effectivement plusieurs étapes. Une première étape, c'est le départ. Donc le missile part de son site de lancement. Et là, il va pendant 2-3 minutes, il va rester encore dans l'atmosphère avant d'en sortir. Et là, il faut se poser tout de suite des questions. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un tir d'exercice ? Normalement, tous les tirs de ce type sont annoncés, sauf par la Corée du Nord. Donc ça rassure tout le monde, disant non, le missile que vous voyez partir, attention, c'est pas du tout agressif, c'est normal. Maintenant, si on ne dit rien, et là ça devient, tout le monde commence à stresser. Alors ces missiles qui partent, ils sont toujours repérés pratiquement avec la chaleur. On a des satellites spécialisés sur tous les sites de lancement pratiquement, donc c'est repéré. 2-3 minutes, il faut se poser des questions. Si on pense que c'est peut-être hostile, est-ce qu'on peut l'intercepter ? Est-ce qu'on a des missiles à proximité qui peuvent l'intercepter ? C'est rare, si ça vient de l'intérieur des territoires. Et il faut prendre une décision, il faut aller chercher Donald Trump, il faut aller chercher le président, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on peut
on ne peut pas actionner ce système sans l'aval du président américain? Non, le problème c'est que là, à partir du moment où on considère que c'est effectivement une vraie attaque, notamment une attaque nucléaire, là oui, on appelle le président et on lui pose la question. Alors on va parler du système de défense, mais pendant ce temps on lui dit, bon, monsieur le président, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir? Est-ce qu'on prévient le fait qu'il y en a d'autres qui vont venir? Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on va bombarder complètement? On va raser le pays qui est en train de nous attaquer nucléairement? Oui, non, pour essayer de réduire la menace. Donc il y a plein de choses qui se passent en quelques minutes. Et là, concrètement, vous avez effectivement tout le monde qui se mobilise sur ce missile. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, qui sort de l'atmosphère. Et là, il vole à 30 000 km/h. Et donc, il a 10-15 minutes avant d'arriver dans l'atmosphère au-dessus du territoire américain. Il est suivi, c'est pas facile à suivre. Vous avez un bus qui est à 1000 km d'altitude et qui vole à 30 000 km/h. Mais 10-15 minutes, ça laisse du temps pour pouvoir trouver un mode d'interception. Encore une fois, il faut le suivre très précisément. Les Américains ont mis en place, au milieu du Pacifique, sur une plateforme, un radar extraordinairement sophistiqué qui est capable de suivre ça, une balle de tennis à 1000 km d'altitude, qui a coûté $1 milliard à peu près. Et là, ça va très très vite. Comment on fait? Alors, il y a un premier système, c'est ce qu'on appelle le ground-based missile. Donc, c'est aller taper ce missile hors de l'atmosphère, à 1000 km d'altitude. Ça va tellement vite que vous ne pouvez pas essayer d'exploser à proximité comme on le fait pour les avions. Parce que le temps d'explosion, le missile a déjà fait plusieurs kilomètres. Donc il faut aller le percuter. Donc il faut imaginer la difficulté. Il faut aller à 1000 km d'altitude, aller percuter pile, comme si c'était une voiture. Vous envoyez une voiture à 1000 km d'altitude, percuter notre missile. Donc ils ont une quarantaine de missiles spécialisés, très sophistiqués pour ça. Ça marche parfois. Une fois sur deux, dans les exercices, ça marche. Si ça ne suffit pas, le missile va rentrer dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il est peut-être ce qu'on appelle mirvé, c'est-à-dire qu'il a plusieurs têtes. Et là, vous n'avez plus un seul projectile, mais 3, 4 à prendre en compte, qui vont très vite. Et là, à ce niveau, vous avez plusieurs couches. La couche, les navires, on a un système qui s'appelle le SM-3, qui peut taper très haut. Hors de l'atmosphère encore. Si ça ne suffit pas, vous avez une autre couche de missiles, les THAAD, c'est les missiles terrestres qui vont essayer de l'intercepter. Si ça ne suffit pas, les Patriotes qui vont arriver, comme les mêmes que ceux qui sont en Ukraine. Voilà. Et ça ne suffit pas encore, c'est trop tard. Et là, c'est la catastrophe. Et encore une fois, tout ça, ça se passe en 20 minutes et sur un seul projectile. Qu'on n'est pas sûr de pouvoir vraiment intercepter. Donc vous imaginez, s'il y en a 10, 20, 30, et là ça sature complètement le système, même dans les délires de Trump, ils n'arriveront pas, à horizon visible en tout cas, à être capables d'intercepter au moins une attaque massive. Alors prenez dans votre sens justement, Donald Trump, avec ses équipes évidemment, ont identifié 4 stades d'interception avant leur lancement, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est toujours le premier stade du vol, à mi-parcours et juste avant l'impact. Voilà, donc ça correspond aux différentes couches. Et puis il ne faut pas oublier un truc, c'est que ça coûte beaucoup plus cher d'intercepter un missile que d'en fabriquer un. Donc voilà, il suffit d'en fabriquer pour le même prix, vous fabriquez 10, 20, 30 missiles et vous saturez complètement le système. Donc tout ça, c'est fait pour l'instant pour des attaques unitaires, par exemple dans la Corée du Nord. Vous avez un missile de la Corée du Nord. Mais pour une attaque massive, massive, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, il y a d'autres problèmes qui se posent, des problèmes politiques, stratégiques. Je rappelle juste, pour terminer quand même, que dans les premiers systèmes, quand on se posait des questions, on s'est dit le seul moyen que l'on a, c'est d'envoyer une autre arme nucléaire dans l'atmosphère. Donc le processus que vous voyez au départ, dans les années 60, consistait à envoyer une arme nucléaire, non pas un Patriot, non pas un THAAD, mais une arme nucléaire au-dessus des États-Unis pour détruire le missile qui intervenait. C'est exactement ce que craint Pékin, les Chinois, qui ont demandé à Donald Trump d'abandonner au plus vite ce projet qui, selon Pékin, porte atteinte à la stabilité mondiale. Écoutez. Les États-Unis privilégient leurs propres intérêts et sont obsédés par leur sécurité absolue. Cela porte atteinte à l'équilibre stratégique et à la stabilité mondiale. La Chine exprime de sérieuses inquiétudes à ce sujet. Nous exhortons les États-Unis à abandonner au plus vite leur projet. Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS, pourquoi la Chine estime que ce dôme constitue une menace ?
un certain équilibre stratégique. Ce système américain, depuis, c'est pas nouveau, Michel Gouin l'a rappelé, les premiers dataient des années 50, et puis Trump lui a fait référence, c'est la guerre des étoiles de Reagan, qui avait provoqué une profonde crise entre Américains et Soviétiques à l'époque. Et en fait, à chaque fois, régulièrement, ce type de projet ressort. Régulièrement, on s'aperçoit que ça coûte trop cher et que c'est pas réaliste parce on peut plus facilement multiplier les armes offensives que les armes défensives. Et pour qu'on soit sûr que ça marche, il faut qu'on soit sûr qu'il marche à 100%, qu'il intercepte tous les missiles, quels qu'ils soient, qui arrivent, et on ne pourra jamais être sûr à 100%. Le problème, c'est qu'on avait réussi à trouver un accord sur les systèmes de défense antimissiles du temps de la détente, en 72, le premier accord SALT entre Brejnev et Nixon. Reagan veut relancer la course aux armements, puis il se rend compte que ça ne marche pas, il l'abandonne, et régulièrement, le Pentagone relance ce type de plan, parce que c'est vrai que dans la perception américaine, qui sont une île par rapport aux autres menaces, faire un dôme de protection, c'est un sens symbolique. Et là, effectivement, les Chinois, ils voient une remise en cause de leur propre capacité de dissuasion. Et donc, ils protestent. Il faut dire aussi que les Américains ont mis fin au traité SALT I en 2001, quand George Bush fils était président, qui empêchait le déploiement de systèmes de défense. Et donc, ça va relancer la cause, mais une fois de plus, ça n'a pas marché parce que les estimations initiales sont bien sûr très sous-évaluées. On va se rendre compte qu'il y a des problèmes techniques. Et ça, ce système-là, ce dôme-là, c'est la 5e ou 6e version depuis la guerre des étoiles d'un rêve de se protéger totalement des menaces extérieures, mais ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Quand Reagan avait lancé la guerre des étoiles, Mitterrand avait mis en garde contre cela en disant que c'était inutile, que c'était très coûteux, que ça relance la course aux armements. Certains Européens avaient dit « Ah non, il faut quand même dans la partie parce qu'il y a plein de retombées scientifiques » et ça n'a pas marché. Ça a été relancé sous Clinton, sous Bush, c'est relancé régulièrement et c'est quand même une des causes. La relance de ce programme américain est l'une des causes de la avant la guerre en Ukraine, a été une des causes profondes de la détérioration des relations entre Moscou et Washington. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Obama avait mis fin à un programme de ce type en disant que c'était un programme basé sur des technologies inexistantes avec un financement introuvable contre une menace qui n'existait pas. Mais le Pentagone a insisté et comme Obama ne voulait pas passer pour un Américain, comme s'opposant, il a cédé. Donc c'est vraiment le complexe militaro-industriel américain qui ressort régulièrement ce type de projet qui a l'avantage d'être très coûteux, très technologique, mais qui ne marche pas. Grégory Phillips. J'ai sur ce dossier plus de questions que de certitudes. Moi, je connais évidemment le dôme de fer israélien qui n'est évidemment pas de la même ampleur. Mais qui a inspiré le projet américain. Avec notamment du matériel américain pour défendre l'État hébreu. Mais le dôme de fer, et là je vous pose la question, colonel, c'est fait pour intercepter des roquettes tirées de Gaza ou d'ailleurs. Des missiles iraniens, on l'a vu ces derniers mois. Là, on est dans une technologie beaucoup plus avancée et contre une menace beaucoup plus avérée. Oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le dôme de fer. Dans le système de défense israélien, en fait, il y a plusieurs couches, là aussi. Le dôme de fer, c'est la couche la plus basse. Mais vous avez des couches intermédiaires et des couches très sophistiquées, les missiles Arrow, qui peuvent tirer au-delà de l'atmosphère et qui ont servi à intercepter les missiles iraniens en avril et, je ne sais plus, au mois de juillet, je crois, de l'an dernier. Donc, toute la masse de missiles de croisière balistiques qui ont été lancés par les Iraniens ont été interceptés par l'ensemble de ce système. Plus les Américains. Dans la panoplie que je montrais, les Américains ont testé en réalité certains de ces systèmes, le missile SM-3 par exemple, qui tire très haut, ils l'ont utilisé pour tirer sur les missiles iraniens. Donc ça, oui, en fait ça ressemble. C'est la même philosophie. C'est sensiblement la même philosophie d'avoir des couches successives qui vont intercepter petit à petit tous les projectiles qui arriveront sur le territoire. Et pour le coup, le dôme de fer israélien est assez efficace. Oui, bien sûr. Bien sûr, maintenant, des missiles intercontinentaux nucléaires donc, qui vont à 30 000 km/h, c'est plus difficile à intercepter que les missiles balistiques iraniens et encore plus que les missiles de croisière. Samantha, pourquoi la Chine se sent autant menacée ? Alors, ce qu'il faut comprendre, un des concepts fondamentaux de la dissuasion nucléaire, c'est que finalement, on a une espèce de parité. On sait que si l'un vous attaque, eh bien, si vous attaquez quelqu'un, eh bien, vous allez être attaqué en retour. Et donc, c'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. En anglais, c'est un mot assez drôle, MAD, qui veut dire fou, Mutually Assured Destruction. Si un des adversaires a une capacité de se défendre qui est supérieure à l'autre, est nettement supérieure, eh bien, tout d'un coup, l'équilibre de la dissuasion, il est rompu.
Et donc pour les Chinois, ça pourrait les rendre, en tout cas leur donner un sentiment d'être beaucoup plus vulnérables à une frappe américaine, si ils se disent que les Américains savent qu'ils peuvent se protéger contre une frappe de retour chinoise. Par contre, et là je parle sous contrôle du colonel, d'abord, le territoire à protéger, le territoire des États-Unis n'a strictement rien à voir en surface avec le territoire israélien. Donc non seulement c'est se protéger contre des missiles différents, donc des missiles balistiques qui viendraient justement de l'espace, oui. Mais aussi c'est une surface quasiment impossible à protéger dans son entièreté. Et puis il y a le coût en effet. Et troisième chose qui n'est pas négligeable, c'est qui est-ce qui va être responsable de construire ce dôme de fer et se mettre plein d'argent dans les poches? Eh bien, c'est Elon Musk. Eh bien voilà. Donc là, on en vient aussi aux critiques qui sont faites contre ce programme, parce que non seulement, en effet, il risque vraiment de mettre en péril l'équilibre de la dissuasion, qui est quand même un fondement très important de cette dissuasion. L'idée d'avoir des armes nucléaires, c'est pour qu'on ne les utilise pas. Parce que si on les utilise, on ne va pas forcément revenir sur un plateau de télé à en parler, parce qu'on ne sera plus là. Ouais. Donc voilà, c'est un projet qui reste... à mon sens, peut-être qu'ils vont commencer à construire quelque chose, à dépenser beaucoup d'argent, à rendre beaucoup de personnes très très riches, ce qui vont rendre les États-Unis plus sûrs. Ça c'est la question, mais c'est sûr que est-ce qu'on parle de Taïwan, parce que cette nouvelle escalade évidemment dans le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, eh bien elle aura peut-être une issue guerrière au sens propre du terme. C'est ce qu'indique le tout dernier rapport de la CIA sur les ambitions de Xi Jinping. En 2025, Pékin exercera probablement, donc là c'est maintenant, une pression coercitive plus forte sur Taïwan. La Chine renforce ses capacités militaires en vue d'une campagne contre le détroit, tout en utilisant ses forces armées pour exercer une pression régulière sur Taïwan. L'armée chinoise fait probablement des progrès constants, mais inégaux dans les capacités qu'elle utiliserait pour tenter de s'emparer de Taïwan et de dissuader, voire si nécessaire, de faire échouer l'intervention militaire américaine. Écoutons ce que dit la porte-parole chinoise du ministère des Affaires étrangères chinois. Taïwan n'a jamais été un pays. Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le gouvernement chinois est le seul gouvernement légal qui représente l'ensemble de la Chine. La Chine doit être réunifiée et le sera un jour. C'est une réalité historique qu'aucune force ne peut arrêter. Bon. La détermination chinoise, elle est claire. Donc ce scénario d'invasion chinoise sur Taïwan, il est plus que probable. Cette détermination s'affiche semaine après semaine, j'ai envie de dire, ou mois après mois, on a des signaux, sans revenir forcément sur ces barges de débarquement qu'on vous avait montrées, mais toutes les semaines... On va les voir ces barges, on les a, parce que c'était des barges impressionnantes, immenses, voilà, qui pourraient servir à un débarquement avec les équipements lourds, des milliers de soldats chinois, dans le cadre d'une invasion. Un outil de communication, regardez le matériel qu'on a imaginé, encore une fois, parce qu'on parlait de recherche et de développement dans le secteur militaire du côté des Chinois. Regardez ce qu'on a imaginé dans l'hypothèse d'un éventuel débarquement et une éventuelle invasion de Taïwan. Donc vous avez toutes les semaines quasiment des signaux qui sont un peu au rouge. À cela, ajouter évidemment les déclarations politiques comme celles que vous venez de diffuser. Oui, le scénario est probable. Les services de renseignement, on l'évoquait tout à l'heure, ne se posent qu'une seule question, c'est quand. Oui. Quand et comment. Eh bien justement, le comment, c'est ce qu'on va voir avec vous, colonel, parce que vous êtes passionné par cette question et vous avez donc imaginé tous les scénarios possibles. On sait que Washington a mis en place un nouveau commandement militaire avec le Japon en vue d'un conflit, qu'ils ont intensifié leurs exercices militaires multilatéraux. Ils en organisent désormais plus de 40 par an. Comment ça pourrait se passer, au-delà des barges qu'on a vues? Oui, alors là on parle de scénario maximaliste et il peut y avoir des scénarios, je veux dire, un peu plus soft. On peut imaginer par exemple que la Chine fasse le blocus de Taïwan, qu'il fasse une campagne de bombardement en profondeur, mais qui ne tente pas de débarquement. Et là, ça poserait aussi d'autres problèmes pour les Américains, sachant qu'il faut rappeler, il n'y a pas d'alliance formelle entre les États-Unis et Taïwan. On voit les bases américaines, il n'y en a pas à Taïwan. Donc il y a toujours un doute sur l'intervention américaine. Alors jusqu'à présent,
elle n'a jamais fait défaut. Il y a eu un certain nombre de crises. Les Américains sont toujours intervenus. Ils ont même menacé d'employer l'arme nucléaire à plusieurs reprises contre la Chine. Mais maintenant, les choses sont un peu plus compliquées. Dans le scénario maximal, ce qu'on imagine, alors on voit les bases. Phase 1, c'est la phase Pearl Harbor. C'est-à-dire que là, les Chinois tapent. Ils ont suffisamment de missiles pour taper sur Taïwan, bien sûr, pour ravager... Taïwan qui est juste au-dessus de Philippines, c'est un tout petit. Vous voyez Philippines, le petit très vert juste au-dessus de Philippines, c'est Taïwan. Et on voit en vert donc tous les pays qui accueillent ces bases américaines. Voilà, et comme l'expliquait Jade tout à l'heure, ils ont une force de frappe qui peuvent ravager toutes ces bases que l'on voit, tous les points qui peuvent être tapés. Donc un des efforts que font les Américains, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle la survivabilité, de durcir toutes ces bases pour être capable de résister, d'intercepter tous ces missiles, etc. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est la phase de l'assaut directement. Donc ça, c'est le D-Day. Vous avez le couloir. C'est pas très éloigné. Donc là, vous avez les Chinois cloisonnent le couloir et se lancent à l'assaut. Les 80, enfin tous les navires qu'on a vus tout à l'heure, ils en ont 80 à peu près. Et là, c'est pour embarquer, c'est pour plager. Des brigades complètes qui sont prêtes de Marines, plus des parachutistes qui seront largués, déposés, etc. Et tout ça massivement pour essayer d'avoir des têtes de pont, s'emparer de bases aériennes, s'emparer d'aéroports, de ports, et ensuite pouvoir ramener encore plus de matériel et envahir complètement Taïwan. Donc le but des Américains et des Taïwanais, évidemment, et des Japonais, il ne faut pas les oublier, et qui sont sans doute impliqués également dans ce conflit, c'est de faire que le D-Day ne réussisse pas. C'est en gros de taper sur tous les navires de débarquement en particulier. Et dans ce petit couloir, dans cette petite zone, vous aurez aussi les porte-avions américains, les porte-avions chinois qui seront là, toute la flotte qui sera concentrée dans cet espace. Il y aura une grande bataille navale terrible, où pratiquement tous les porte-avions qui seront dans la zone seront peut-être coulés. Oui. Et en gros, à force de taper sur les navires, on arrivera normalement, dans tous les scénarios que l'on a, à taper suffisamment, à détruire suffisamment la flotte amphibie chinoise pour l'empêcher de réussir ce fameux débarquement. Voilà. Et je rappelle que tout ça se fait quand même en ambiance nucléaire, parce que c'est une bataille entre deux puissances nucléaires, ce qui évidemment complique encore largement les choses. Samantha sur Taïwan, on a envie de vous entendre, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole juste après la pub, mais d'abord, Pascal Boniface, je voudrais vous faire réagir à ce que dit ce chercheur dans l'Express. Au cours des 3 prochaines années, le risque qu'une crise militaire éclate entre États-Unis et Chine continuera de croître. Si ça devait arriver, et le risque est réel, le déclencheur sera Taïwan. Oui, bien sûr, c'est la question la plus importante pour les Chinois, mais en même temps, il n'y a aucune garantie accordée par Trump à Taïwan. Bien au contraire, on n'est plus comme sous l'époque Biden, où il y avait un risque d'affrontement entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan. Là, le risque pour Taïwan, c'est plutôt qu'il n'y ait plus de garantie américaine. D'où effectivement les questions de savoir s'il n'y a pas une fenêtre d'opportunité pour la Chine qui se dise « tant que Trump sera au pouvoir, on est tranquille, on a 4 ans devant nous pour faire quelque chose ». Maintenant, pour ce succès militaire éventuel qui est encore incertain, on l'a vu avec la Russie en Ukraine, il y aurait un coût économique extrêmement fort, et donc il faudra voir si Xi favorise le patriotisme ou plutôt le sens de l'économie, et s'il veut rentrer dans l'histoire comme celui qui a conquis Taïwan ou comme celui qui a développé et rendu la Chine plus prospère. Merci Pascal Boniface. On continuera de parler de Taïwan juste après la pub, évidemment, avec vous, Samantha. Et on parlera de cette guerre commerciale sans merci. Et Xi Jinping, qui est prêt à s'allier avec la France, avec nous, avec Emmanuel Macron, pour déstabiliser les Américains. A tout de suite. Vous êtes au bon endroit ce soir, devant le grand dossier intitulé Trump-Xi, l'affrontement inévitable. C'est la question que nous posons ce soir. La Chine, et c'est ce que vous allez voir, est prête à tout pour déstabiliser les Américains dans la guerre commerciale sans merci que Pékin et Washington se livrent. Mais je voudrais qu'on revienne avec vous, Samantha, sur ce qu'on a dit sur Taïwan. Vous savez que les navires de guerre chinois, on peut revoir les images, sont régulièrement repérés au large de Taïwan. La Chine fait monter la pression autour de cette île qu'elle revendique depuis des années. C'est ce qu'on a entendu à nouveau. Et le risque d'affrontement Chine-États-Unis
le déclencheur, ça pourrait être Taïwan. C'est la grande question, c'est surtout la grande question que se posent les Taïwanais. Est-ce que les Américains viendraient à leur secours en cas d'attaque chinoise? Pardon, il y a mes stylos qui tombent par terre. Ils tombent pas plus bas. Mais en termes de menaces qui pèsent sur Taïwan, on a parlé de l'idée d'une menace, d'un débarquement chinois, donc d'une guerre frontale, mais il y a d'autres choses qui menacent Taïwan, et surtout quand on voit la présence accrue des navires chinois autour de Taïwan, il y a la pression sur les câbles sous-marins. Et aussi, les Taïwanais se préparent à l'idée d'un blocus. Parce qu'il faut savoir que Taïwan importe 96% de son énergie. Ensuite, elle a baissé sa dépendance sur le nucléaire pour augmenter sa dépendance sur le gaz liquéfié naturel qui est importé. Donc un blocus de Taïwan aurait des problèmes, aurait une influence catastrophique sur ses besoins d'énergie. Elle importe 70% des calories qui sont consommées par la population. Donc là encore, restreindre la liberté de naviguer, même dans les eaux internationales autour de Taïwan, peuvent fortement nuire à Taïwan. Donc elle est dans une situation de vulnérabilité. Côté positif, les Japonais et les Philippines estiment qu'une attaque sur Taïwan serait aussi une attaque contre leur souveraineté. Donc on peut espérer qu'il y aura une pression sur les Américains en cas d'attaque. Mais les Américains, le problème, c'est que Trump est tellement imprévisible. Alors là, pour lui, maintenant, la plus grande menace, c'est la Chine. Mais quand on écoute certains membres du State Department ou d'autres organismes américains, eh bien, la musique change tout le temps. C'est oui, Taïwan est une priorité. 3 semaines après, non, ce n'est pas une priorité. Donc, bien, les Chinois profitent aussi de ce flou. Et puis, dernière chose, 2027 est vu par beaucoup comme une date très importante pour la Chine. C'est les 100 ans de la création de l'armée républicaine chinoise, de l'armée populaire chinoise, pardon. Et donc, est-ce que ce sera le moment aussi d'avoir une démonstration de force? Donc voilà, c'est une grande vulnérabilité, sans parler du fait qu'encore aujourd'hui, 90% des semi-conducteurs mondiaux sont fabriqués à Taïwan et qu'en cas de chaos sur l'île, eh bien, nous serions tous concernés. Pas seulement les États-Unis, le Japon et les Philippines, mais nous, en France aussi. Oui, c'est un argument pour Donald Trump pour éventuellement intervenir. Ça, c'est la perspective potentielle dans quelques mois, peut-être dans 2 ans. Mais en ce moment, il y a une guerre commerciale qui se joue entre Pékin et Washington, et Xi Jinping a décidé, pour déstabiliser les Américains, d'appeler la France, Emmanuel Macron, en premier chef, à défendre conjointement les règles du commerce international. Et voici ce qu'a répondu le chef de l'État. Il a publié ce message sur X en parlant de son homologue chinois. Je lui ai réaffirmé la volonté de la France de continuer à bâtir une relation économique forte avec la Chine. Les investissements chinois sont les bienvenus en France, mais nos entreprises doivent bénéficier de conditions de concurrence équitables dans nos 2 pays. C'est un point fondamental. Voilà ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Et regardez ce que dit Xi Jinping. La Chine est prête à travailler main dans la main avec l'Europe pour relever les défis mondiaux et parvenir à davantage de résultats bénéfiques à la fois pour les 2 parties et pour le monde. Les 2 pays doivent présenter conjointement les règles du commerce international et l'ordre économique mondial et pratiquer un véritable multilatéralisme. Est-ce que Xi est en train de jouer la carte Macron, la carte France, la carte Europe contre Donald Trump? En tout cas, dans la guerre commerciale qu'il oppose aux États-Unis, pour l'instant, malgré les annonces de tarifs à je ne sais même plus combien de pourcents, enfin on avait atteint les 145% ou plus, Xi en sort plutôt gagnant. Le déficit commercial entre la Chine et les États-Unis reste abyssal, je crois qu'on est à 300 milliards de dollars, et Donald Trump a reculé sur ces menaces. Donc en ce moment, sur le plan commercial, Xi a plutôt l'avantage. Est-ce qu'il va pousser cet avantage avec des discussions plus ouvertes avec l'Europe? Je pense qu'il faut quand même se méfier d'une invasion des produits chinois. Enfin, c'est ce qu'on évoquait au moment des tarifs américains. Il ne faut pas que dans nos pays débarquent encore plus de produits chinois pas chers qui viendraient envahir nos rayons. Je pense qu'il faut quand même se méfier des talents d'entrepreneurs et de commerciaux des Chinois.
Colonel, avons-nous intérêt justement à se rapprocher de la Chine? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de se faire manger et par les Chinois et par les Américains et d'être pris en étau? C'est une vraie question. La vraie question, c'est aussi quelle serait notre attitude si, par exemple, la Chine attaquait Taïwan. Oui. Nous, quelle est notre position en la matière? Elle n'est pas très claire. Et de la même façon que les Américains disent, écoutez, nous, on est là pour vous défendre éventuellement contre la Russie, mais on demande un minimum aussi de réciprocité. Et si on était nous engagés dans un conflit contre la Chine, on aimerait bien que vous soyez aussi à nos côtés. Et là, c'est quand même le grand flou du côté des Européens. Très clairement, on ne voit pas très bien comment on pourrait s'engager dans le conflit contre la Chine et en même temps, on ne peut pas laisser passer non plus des agressions contre Taïwan. Donc on est toujours un peu victime de notre faiblesse, d'une manière générale, de notre division, de nos divisions, de nos hésitations, de notre préférence pour le commerce plutôt que la politique. Et dans ce cadre-là, alors on peut bien sûr, il serait temps effectivement de se réveiller quand même et de faire des choses sans entrer dans la guerre commerciale à la Trump et dans se bunkeriser et avoir des droits de douane faramineux, de faire des choses un accord qui permette, comme on l'avait fait le Japon d'ailleurs à une époque où le Japon était très agressif, on va dire, commercialement, d'équilibrer un peu les choses. Mais voilà, dans tous les cas de figure, on est en rivalité avec ces puissances. Voilà, il faut tout faire pour qu'on ne soit pas en situation d'affrontement militaire. Samantha? Non, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré les problèmes transatlantiques en ce moment, les États-Unis restent un allié. Et Trump ne sera pas toujours au pouvoir. Par contre, en Chine, à moins qu'il y ait une vraie révolution, il y aura toujours un système dictatorial, parti unique, qui n'épouse pas du tout les mêmes valeurs que nous épousons en Europe. Donc ça, je crois qu'il faut rester très lucide là-dessus. Avoir une relation commerciale avec la Chine, absolument, mais il faut être lucide sur ce qui se fait. Il ne faut pas devenir dépendant, il ne faut pas répéter aussi les erreurs qui ont été commises avec la Russie, quand on a des anciennes personnes haut placées de l'État qui acceptent des positions dans des entreprises énergétiques russes, par exemple, et qui vraiment, là, ont des conflits d'intérêts. Je crois qu'il faut rester lucide. Et c'est pas facile, parce que c'est très facile de dire oui, non, oui, on fait du commerce, non, on n'en fait pas. Ce qui est difficile, et là où il faut une sagesse politique, c'est dire oui, mais avec lucidité et avec des limites. Et c'est ça qu'il faut faire. Et surtout pas se dire on a un nouvel ami et un nouvel ennemi. Les États-Unis restent un allié qui est compliqué en ce moment à gérer, mais il ne faut pas non plus oublier dans quel monde on vit. Voilà. Pensez France first, comme les Américains pensent America first, et les Chinois, Chinois first, China first. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à ce grand dossier.